Alors maintenant, on va passer à la discussion. Donc là, c'est un peu un exploit technique. On remercie toute la régie de nous soutenir dans cet effort. Et donc, on va demander au président de séance en série d'animer pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, la discussion. Et donc, je passe la parole par ordre alphabétique au professeur Arnaud Bourdin du CHU de Montpellier pour lancer la discussion. Un quart d'heure, Marc. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous les orateurs pour ces splendides topos. On a beaucoup appris. Je vous vois un tout petit peu perdu. C'est bon, vous m'entendez? C'est haché. Pas très bien. Parmentier. C'est un peu haché, mais tu peux continuer. Sinon, vous m'entendez pas? Il y a l'air d'y avoir une... mettant... je vais écouter un peu avec s'il m'entend malgré la technique. Ça va. Christophe, merci beaucoup. TGF Beta, c'est un pari incroyable finalement d'arriver à se lancer là-dedans. C'est les vaisseaux, mais en plus c'est ubiquitaire. Il y en a absolument partout dans l'organisme. Ça fait un peu le lien avec l'inflammation aussi. C'est des cytokines redoutables. Tu aurais parié sur ce sur quoi l'étude à laquelle tu as fait référence avec le piège à BMPR2, là, tu aurais parié là-dessus à l'avance ou c'est un résultat qui t'étonne vraiment beaucoup? Résultat, tu parlais exactement quel piège? Le Sotatercept. Ah, en fait, le Sotatercept, c'est un piège à activine. Donc, on va bloquer l'activine A, l'activine B, le GDF8, le GDF11. J'aurais pas parié d'entrée sur ces pièges à ligands, mais il y a un rationnel derrière, puisque ces pièges à ligands sont capables de diminuer la phosphorylation SMAD2/3. Et du coup, vu qu'on a une forte activité phospho-SMAD2/3, c'est peut-être un peu logique qu'on ait cet effet bénéfique. Donc il faut voir maintenant sur le long terme ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est un coup de chance. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres pièges à ligands qui pourraient aussi être utilisés. Et c'est un petit peu l'objet de nos recherches, et de savoir si on n'aurait pas une meilleure molécule éventuellement. Mais en tout cas, elle fonctionne, donc c'est déjà bien. Des questions, hein? Oui, c'est Olivier. Bon, merci beaucoup. De ce fait, maintenant que ça ouvre quand même intéressant, au moins ça valide tout ce concept. Est-ce qu'il faut considérer qu'il ne faut filtrer les patients que sur une mutation, ou bien ça en fait des meilleurs répondeurs? On sait que dans l'étude, il y avait beaucoup de patients comme ça. Je suppose que ce sera le sujet un peu plus tard. Mais est-ce que tu aurais aussi... c'est ça ou pas nécessairement? En fait, Marc va montrer un petit peu les résultats qui ont été obtenus chez les patients porteurs, non porteurs. Mais c'est vrai que d'un point de vue scientifique, on va dire, on n'a pas de raison de penser que ce soit lié à la présence ou non d'une mutation, puisqu'on a de toute façon une perturbation de la voie. Donc, et une augmentation de cette voie SMAD2/3, quel que soit le type de patient HTAP. Donc, a priori, on devrait avoir le même effet chez chacun des patients. Mais Marc va nous montrer les vrais chiffres. Je suis obligé d'être un peu directif parce que j'ai le timer derrière moi. Si tu veux, on va faire un premier tour. On va passer la parole à Bruno Degano. Et puis, il y aura aussi quelques questions qui nous sont adressées à distance que va lire Olivier. Mais on essaye de faire un tour comme ça. C'était super, Arnaud. Merci. Et maintenant, Bruno. Tu as oublié Alice, quand même. Oui, Alice. Ouais. Bruno. On t'entend pas, Bruno. Donc on n'entend pas Bruno. On n'entend pas Bruno. Voilà, non. Passe à la suite, tant pis. Voilà, non, c'est bon. Quand tu dis ça, on t'entend. Ok, moi, merci. Donc j'étais en train de remercier tout le monde. Je vais être très bref. Une petite question à Harry, le dernier arrivé.
Harry, merci pour ton super topo. L'IRM, on en parle depuis longtemps. Est-ce qu'il y a, donc on a bien vu, tu nous as rappelé l'importance de certains critères pour estimer le pronostic. Deux questions en une. Est-ce que tu connais la comparaison de ce qu'apporte l'IRM pour évaluer le cœur droit par rapport à ce qu'apporte l'échocardiographie? Parce que ça, tu nous en as assez peu parlé dans ton topo. Puis deuxième question, qu'apportent les grandeurs physiologiques que tu mesures en IRM ou que tu évalues en IRM pour guider la thérapeutique? Est-ce qu'on sait si le fait d'évaluer le patient par IRM peut avoir un impact favorable sur les décisions thérapeutiques des patients, ou est-ce que ce sont des questions non résolues? Bon, par rapport à... Je pense que vous m'entendez là? Oui, superbe. Par rapport à l'échocardiographie, bon, je pense que pour l'instant c'est très complémentaire, hein. Ce qui est certain, c'est qu'en IRM, vu la forme du ventricule droit, hein, en coupe, ce qui est un croissant, faut savoir que toutes les estimations de volume et de fraction d'éjection ventriculaire droite sont faites à partir d'hypothèses, hein, alors qu'en IRM, on a une mesure réelle de la fraction d'éjection ventriculaire droite. Donc, moi, je pense que si on avait accès à l'IRM de manière large, ça serait un meilleur examen que l'échocardiographie, mais ne pratiquant pas l'échocardiographie, je ne peux pas l'affirmer. L'autre point, c'est qu'on sait que lorsqu'on réévalue en IRM un patient traité, les mesures bougent et s'améliorent. Après, notre PHR sera là pour essayer de trouver les liens entre ces modifications de mesures IRM et l'impact du traitement. Merci Bruno, merci Harry. Pour continuer la progression, je passe la parole à Alice Huertas, au Plessis-Robinson. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Voilà. D'abord, je voudrais remercier évidemment les orateurs, certains que je connais très bien. Bravo pour vos présentations. Et j'avais une question, enfin plusieurs questions plutôt pour Frédéric, donc sur l'aspect inflammation et dysimmunité. C'est vrai que le lien que tu as montré rapidement, sûrement par manque de temps, mais entre intestin et poumon est intéressant et voilà, novateur. Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur cette translocation bactérienne, quels sont les médiateurs, quelles sont les cibles, voilà, un petit peu sur cet aspect. Merci Alice pour ta question. Effectivement, je vais aller assez vite. Alors, bon, pour tout ce qui est dysbiose, c'est un champ qui est un petit peu nouveau, qui commence à se développer au sein du laboratoire. On a une chercheuse, Silvia Cohen-Kaminski, qui a développé des programmes là-dessus et qui cherche à trouver des liens entre différentes populations de bactéries, à la fois dans l'intestin, mais aussi dans les poumons, et certains mécanismes physiopathologiques par le biais de libération de métabolites. Voilà, c'est encore très préliminaire. Nous, ce qu'on a montré, c'est que les taux d'endotoxines, de LPS, étaient augmentés dans le sérum des patients et dans les modèles animaux, et que ces taux d'endotoxines diminuaient chez l'homme lorsqu'on avait accès au prélèvement de sujets traités par rapport au moment de leur diagnostic. Donc ça montre que l'inflammation qu'on détecte dans l'HTAP, souvent on considère qu'elle a une origine pulmonaire, mais elle peut aussi avoir d'autres origines, voilà, dont une origine systémique et une origine intestinale. Donc parfois on parle voilà, finalement de l'HTAP comme une maladie non seulement pulmonaire, mais aussi systémique. Voilà, et après les mécanismes, donc il y a des récepteurs notamment aux médiateurs bactériens comme les toll-like receptors, le TLR4, qui sont exprimés dans le poumon et qui vont médier la réponse vasculaire pulmonaire à ces médiateurs d'origine bactérienne. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, on aimerait parler pendant des heures, mais là, j'ai le chronomètre qui avance inlassablement. Donc, Olivier va poser 2-3 questions des gens qui nous écoutent à distance. Merci au président de séance et on passe la parole à Olivier. Donc moi je vais essayer de résumer en fait une question, enfin 3 questions en une pour David. David, il y a 3 questions en une qui concernent donc le dépistage génétique. La première, c'est
est-ce qu'il y a un âge limite pour faire le dépistage génétique? Deuxièmement, est-ce qu'on pourrait un jour faire la consultation de génétique en téléconsultation? Ça, c'est une question de Mathieu Canuet. Et dernier point, est-ce que l'on a parfois chez certains malades plusieurs mutations de gènes différents dans l'hypertension pulmonaire? Je te résume un peu les 3 questions qui te sont adressées. Oui, alors, donc il y a 3 questions, mais en fait, elles sont 3 quand même différentes. Alors, l'âge limite, c'est vrai que les malades sont plus jeunes lorsqu'ils sont porteurs de mutations, mais néanmoins, tu es bien placé pour le savoir, Olivier, on a une patiente dans le service qui a une HTAP familiale, donc on est sûr du lien. Hein. Il y a plusieurs cas dans la famille, mais qui a été diagnostiqué à 78 ans ou 81 ans. Et donc là, pour la patiente, on peut dire que ça n'a pas un impact majeur, mais pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants potentiellement qui vont avoir des enfants, les grossesses à venir et tout ça, il y a vraiment quelque chose d'important. Donc, il faut penser qu'à chaque fois qu'on fait du dépistage, on ne fait pas du dépistage que pour les patients. La prise en charge actuellement, elle n'est pas encore de la médecine personnalisée, même si je suis persuadé que ça va être le devenir de ça. On va dire avec telle mutation, avec telle chose, ils vont mieux utiliser tel traitement. On n'en est pas là actuellement. Mais il y a aussi tout l'impact qu'il y a pour les apparentés. Donc, je pense qu'il faut tester que lorsqu'on a une HTAP idiopathique, d'allure idiopathique sans explication, il faut la tester. Pour les maladies véno-occlusives pulmonaires, c'est un petit peu différent parce que les malades sont âgés, généralement, on ne retrouve jamais de mutation. C'est vraiment une maladie vraiment du sujet jeune lorsqu'elle est héritable. Et généralement, on trouve d'autres facteurs comme les expositions aux solvants ou aux chimieux. Pour le dépistage, il y avait une question sur la consultation de génétique en téléconsultation. Je pense que c'est possible potentiellement pour des patients qui ont une HTAP parce que l'annonce de la mutation n'a pas un impact majeur sur leur vie, ils ont déjà l'HTAP. Par contre, pour les apparentés, c'est vraiment quelque chose où on a besoin d'avoir les gens en face de nous parce qu'on va parler de choses compliquées, on va parler de grossesse future, de potentielle procréation médicalement assistée. Ça a un impact extrêmement important. Il faut que les apparentés aient bien connaissance de toutes les informations pour choisir s'ils veulent ou pas faire le test génétique, hein, parce que c'est pas systématique du tout. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un conseil génétique. Qu'ils fassent ou pas le test, c'est un autre problème. Mais qu'il faut qu'ils aient un conseil génétique, et ça, je crois qu'il faut qu'on soit en face des apparentés pour leur dire. Et ta dernière question, Olivier, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on peut avoir deux mutations différentes sur 2 gènes différents? Ou c'est très exceptionnel? Chez nous, on n'en a jamais observé. Dans la littérature, il y a des patients PMPR2 avec une autre mutation EIF2AK4 à l'état hétérozygote, en sachant qu'il faut toujours faire attention parce que quand on a un rendu de résultats génétiques, c'est un travail vraiment de discussion avec l'équipe de génétique, savoir si c'est une vraie mutation ou un variant de significativité inconnue. On peut avoir des variants qui n'ont pas d'impact. Hein. Donc, on peut trouver par hasard deux mutations. Mais chez tous nos patients qu'on a testés, on n'a pas de 2 mutations. Alors, si on a encore 30 secondes, 1 minute, j'ai une question qui m'a été posée en anglais, mais je vais la poser quand même en français. Je ne sais pas si c'est pour Frédéric, je ne sais pas s'il a envie de répondre en anglais, par le docteur Yassine Benhamed. Est-ce qu'il pense qu'un traitement anti-inflammatoire à des stages précoces de la maladie pourrait prévenir le développement d'une hypertension artérielle pulmonaire sévère? Frédéric ou David ou... Oui, alors Yacine est dans le laboratoire, donc bon, il pose la question en anglais, mais il comprendra très bien la réponse en français. C'est une question qui est dure à répondre. Dans les modèles animaux qui correspondent finalement à des HTAP aigus, où on injecte une toxine et on a une réponse inflammatoire aiguë, effectivement, dans tous ces modèles-là, l'immunosuppression empêche le développement ou réverse l'HTAP dans les modèles. Maintenant, dans l'HTAP, c'est tout autre chose. Ce qui a été tenté avec des anti-IL6, des anti-CD20, donc des anti-lymphocytes B, à ma connaissance, ça n'a pas tenu les promesses. Et au moment où on voit le patient, on a un remodelage vasculaire qui est fixé, où voilà, la fenêtre de tir pour agir sur l'inflammation est peut-être limitée, voire trop tard. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Frédéric. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette première session. Et donc, d'abord, je vais tous vous remercier, orateurs,
président de session, même si on a dû un peu raccourcir la partie concernant la discussion, mais je crois que c'était très, très intéressant.